Bienvenue sur le MOOC digital de l'École EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui chanceux dans ce lieu magnifique, le musée d'art moderne de Paris, avec Odile Burlureau, qui est conservatrice en ce lieu. On va parler d'art, on va parler de vidéos, on va parler d'exposition, de collection. Et puis, justement, puisque vous êtes conservatrice, je voudrais qu'on parle aussi des œuvres d'art en général et peut-être même des questions que pose la conservation avec des œuvres vidéo, puisque vous êtes responsabilisé sur notamment ces questions vidéo. J'imagine que c'est un petit peu plus compliqué que de conserver des peintures à l'huile, par exemple. Alors, chaque médium a ses spécificités et a aussi ses contraintes. Donc, effectivement, la vidéo qui est apparue au XXe siècle, c'est un médium extrêmement récent, qu'on continue encore de voir évoluer. Donc, de toute façon, nous-mêmes n'avons pas de certitude. On est vraiment dans un domaine où la technique fait évoluer en permanence le médium que les artistes utilisent et dont ils s'emparent. Et les artistes, d'ailleurs, sont très friands des nouveautés. Donc le musée qui conserve, qui expose, doit toujours s'adapter aux nouvelles découvertes. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, la collection, elle s'est constituée très tôt parce que nous avions au musée d'art moderne une conservatrice qui s'intéressait à l'art vidéo dès les années 70. Et elle avait invité notamment Nam June Paik, qui est un artiste coréen, mort il y a quelques années, mais qui a été vraiment le premier à utiliser des caméras Sony porte-à-pack et à imaginer ce que pouvait être l'art vidéo. Donc cet artiste avait été invité au musée. D'autres artistes aussi ont pu exposer dans une exposition en 1974 qui s'appelait Art Vidéo Confrontation. Donc dès le départ, le musée s'est inscrit dans cette nouveauté et a toujours tenu à soutenir, montrer et acquérir des artistes qui travaillaient la vidéo. Si je veux parler un tout petit peu de la conservation, puisque c'était ça votre question, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors déjà parce qu'on ne peut pas conserver dans des espaces classiques, dans une réserve qui ne serait pas à une constance d'hygrométrie et de température. Donc ce sont des lieux qui sont fermés et qui sont réfrigérés pour que les bandes, toutes les sortes de médiums que nous avons en vidéo puissent se maintenir au mieux. Mais je pense à des exemples tout bêtes. Par exemple, l'artiste Armand, en 1971, a réalisé une installation et il a détruit cette installation en la filmant. Et nous avons eu la cassette dans nos collections de cette performance filmée qui est devenue l'œuvre. Tout en... Enfin, la vidéo était un des éléments de l'œuvre puisque la pièce détruite était aussi partie prenante de l'œuvre. Cette vidéo était en VHS et bien sûr la conservation de cette VHS est problématique et a nécessité que nous la transformions, que nous la transférions à un moment donné sur un autre support. Donc il y a des questions permanentes de durée de vie des supports, de transfert sur d'autres supports. Et je parlais de Nam June Paik tout à l'heure, lui, il a produit aussi des disques laser. Et aujourd'hui, on n'a pas de lecteur de disques laser. Il les dédicaçait en écrivant des signes en coréen ou en japonais sur le disque, donc on les conserve comme objet, mais on ne peut pas les utiliser, les montrer. Donc on a transféré sur DVD ou sur d'autres médiums le fichier d'origine. Et tout ça, ça demande évidemment une adaptation et des frais assez importants parfois après l'acquisition de l'œuvre. Donc j'imagine en effet que ce problème, cette question épineuse de la conservation, il y a la question des images, mais il y a aussi la question des sculptures. Évidemment, si on pense à Nam June Paik qui a fait des sculptures avec des écrans à tubes, aujourd'hui, c'est pas sur Le Bon Coin, enfin c'est justement sur Le Bon Coin qu'on va trouver des vieux écrans à tubes et peut-être pas à la Fnac. Alors, si on continue sur ces questions de ces œuvres, Nam June Paik, je sais qu'il y en a dans la collection, j'en ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, Oui. des sculptures avec les écrans vidéo. Qui continue à fonctionner, ça j'imagine que ça doit être un petit peu... Tout à fait. C'est une œuvre qui faisait partie d'une installation qu'il avait réalisée en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, dans la salle La Fée Électricité, où il avait installé 7 robots qu'il appelait, chaque robot portait le nom d'un héros de la Révolution française. Et il nous a fait don d'une œuvre, Olympe de Gouges, donc, qui était une femme très en avance sur son temps
pour la question féministe, si on le dit très rapidement. Et ce robot qui est très sollicité, qui intéresse beaucoup, notamment les publics scolaires, mais aussi les publics internationaux, a fait l'objet de plusieurs restaurations, à la fois parce que comme vous le disiez, les moniteurs d'époque qu'il avait déjà lui-même assemblé avec tout un stratagème d'organisation à l'intérieur des boîtes, étaient endommagés par le temps qui passe, et donc il fallait les remplacer. Et on est en train aujourd'hui de chercher des solutions pérennes, parce que pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne chaque jour, mais on sait que c'est fragile. Alors justement, je voudrais qu'on évoque un petit peu la collection, donc les acquisitions. Donc là, c'est un don, j'imagine qu'il y en a souvent, mais il y a aussi des acquisitions avec les artistes, souvent avec les galeries d'ailleurs. Et là, vous êtes consciente, j'imagine, quand vous faites ça, que vous poursuivez une sorte d'histoire qui s'écrit aujourd'hui, avec, j'imagine, aussi des doutes qui doivent vous animer de temps en temps sur des choix, notamment par rapport aux jeunes artistes. Tout à fait. Alors, la politique d'acquisition du musée, elle est déterminée sur plusieurs années dans un programme qui s'appelle le PSC, le Programme scientifique et culturel du musée. Donc, on définit des axes, des orientations, et on essaie de les suivre. Bien sûr, il faut qu'il y ait des occasions. On n'a pas toujours la possibilité d'acheter ce qu'on voudrait au moment où on le veut. Donc, on est à l'affût. On est à l'affût comment parce qu'on fréquente les galeries qui régulièrement renouvellent leur programme, donc on voit beaucoup d'expositions. On va aussi suivre ce que font les salles de vente, et on est en lien avec bien sûr les artistes, mais aussi des collectionneurs qui souhaitent céder des œuvres, soit par le don, soit par la vente. Mais ça peut être aussi des fondations qui ont envie que l'artiste qu'ils représentent soit plus présent dans des collections publiques, et donc qui vont faire des propositions. Donc on reçoit toutes ces offres diverses, et on les traite dans des comités qui sont réunis d'abord au sein du musée entre conservateurs et le directeur du musée, bien sûr. Et puis on va statuer sur les priorités, sur les montants. Quand on fait l'addition de tout ce qui est possible et de ce dont on dispose, eh bien voilà, il y a des choix, des priorités qui vont forcément se mettre en place. Et ensuite, on présente toutes ces propositions dans un comité beaucoup plus officiel, avec des experts extérieurs au musée qui viennent à la fois du Centre Pompidou, du ministère de la Culture, mais aussi des instances privées qui participent à ces comités et qui connaissent nos orientations, qui connaissent aussi nos manques, et qui contribuent par leur vote à soutenir les propositions que font chaque conservateur et le directeur. Donc c'est tout un ensemble de moments comme ça qui sont importants. Et bien sûr, les foires comme la FIAC ou la foire de Bâle sont des moments aussi très, très cruciaux, parce que c'est là où on voit des occasions, c'est là où on ressent aussi l'attention qui va être portée à tel mouvement, tel artiste, et qui va nous rappeler l'importance, par exemple, pour notre musée, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, de toujours prioriser les redécouvertes, d'aller chercher là où personne ne va. Donc ça peut être des artistes qui ont été invisibilisés, qui n'ont pas été reconnus au moment où leur carrière se faisait. Et donc on a cette attention particulière aussi à des artistes étrangers qui auraient pu être montrés lorsqu'ils étudiaient à Paris, par exemple, mais qui après sont repartis dans leur pays. Et comme on est un musée municipal, on a tout ce passé sur lequel on s'appuie pour enrichir nos collections. Donc on essaye de constituer des fonds représentatifs de mouvements, d'artistes. Bien sûr, on ne peut pas couvrir toute l'histoire de l'art, mais comme vous le demandiez, on a conscience que ce qu'on va présenter sur nos murs, ce qu'on va accrocher, va signifier quelque chose pour le visiteur qui va venir, mais aussi la manière dont on va le présenter, et les articulations qu'on va pouvoir créer, les liens qu'on va faire avec le passé, vont donner des indications sur la manière dont nous voyons cette histoire qui s'écrit, mais qui peut se modifier. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on voit bien qu'on réhabilite des artistes qu'on avait négligés, donc il est toujours possible de revenir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une matière qui paraît un peu figée dans le temps, mais elle est encore pour le 20e oui, et les 21e. tendances, on le voit, y compris dans les foires. D'ailleurs, on voit revenir Bien parfois sûr. des mouvements des années 60, 70, Tout à 80 fait. qu'on avait un peu oubliés, qu'on redécouvre Exactement. avec plaisir. Alors, une œuvre, quand elle est acquise dans une collection comme celle-là, les musées achètent mais ne revendent pas. Hein. Non. En revanche, les œuvres après circulent, et les conservatrices, conservateurs aussi circulent, puisque vous avez passé un petit peu de temps à la Tate moderne. Alors, je ne sais pas si c'est du côté Tate ou du côté Turbine Hall.
Turbine Hall. Turbine Hall, qui est un endroit quand même assez magnifique. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Moi, je me rappelle d'une phrase d'un commissaire au Fresnoy qui m'avait dit le Turbine Hall, c'est peut-être un des endroits les plus difficiles pour exposer un artiste du fait de son gigantisme. Alors, oui, c'est un endroit qui est une ancienne usine et qui a été transformé. Ce qui m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai pu passer plusieurs mois dans le département des collections africaines à la Tate moderne, c'était justement de rencontrer beaucoup de personnes différentes qui y travaillaient, parce que je faisais un peu une étude de la manière dont les conservateurs, mais aussi tout le personnel travaille, en dehors de missions qui m'étaient confiées. Et j'avais pu mesurer à quel point ce musée était enraciné dans un quartier, c'est-à-dire qu'ils avaient tenu compte, avant même l'ouverture du lieu, des habitants, en les impliquant, tout le quartier. Et il y a même une journée consacrée aux habitants du quartier qui peuvent circuler, faire quelque chose dans le musée, c'est pour eux. Donc il y a cette géographie qui compte énormément. Et puis c'est un musée très jeune, c'est un musée qui a ouvert il y a moins de 20 ans et qui a donc une énergie, une envie très, très dynamique, qui a beaucoup de moyens et qui met aussi dans son entreprise énormément de mécènes qui s'associent par souci de visibilité au projet de la Tate. Et donc ça donne une impulsion incroyable dans la ville. Moi, ça m'a vraiment frappée. Et ce qui s'y passe aussi, en termes de personnel, par exemple, c'est que des gens qui travaillent viennent du monde entier. Il y a une très grande inclusion, il y a un très grand souci de la diversité à tous les niveaux. Et donc, aussi bien dans le personnel qui va être avec les visiteurs, que les personnels qui travaillent avec les jeunes, que les conservateurs, toutes les parties du monde sont représentées. Et donc, ça donne une façon de travailler à l'anglo-saxonne, hein, bien sûr. Pourtant, tout est normé, tout est bien régi. Il y a des règles beaucoup plus précises que par exemple chez nous. Pour écrire un cartel, il faut qu'un enfant de 12 ans puisse le lire. C'est la règle. Et donc, il y a des cours pour écrire les cartels, pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une autre approche. C'est intéressant d'ailleurs quand vous mentionnez la Tate avec ce nouveau lieu de l'autre côté de la Tamise. On pense aussi au MoMA qui traverse la rivière pour aller dans le Queens. Peut-être qu'un jour, il y aura un musée, une extension du musée d'art moderne quelque part dans Paris, mais pas pour l'instant. Alors, justement, il faudrait à ce propos, beaucoup de soutien. Et moi, on en parlait tout à l'heure. Moi, je connais depuis longtemps les amis du musée. C'est vrai que je m'en faisais une idée un peu désuète. Et en même temps, on sait l'importance des amis de musée et des soutiens de collectionneurs, de familles, aux États-Unis notamment. Hein, Mais là, tout à l'heure, on est passé à côté, il y a un mur avec beaucoup de noms propres. Vous mentionniez tout à l'heure un nom propre. On est dans la salle Albert Hamon. Donc ça, ce sont des donateurs, ce sont des soutiens, ce sont des amis du musée aussi. Hein. Exactement. En fait, la Société des Amis du Musée a énormément évolué. Elle a pris de l'ampleur depuis l'arrivée de Fabrice Ergotte comme directeur du musée, parce que c'était quelque chose qu'il a souhaité développer pour soutenir les actions du musée. Donc les Amis du Musée sont vraiment au service des activités, alors aussi bien des expositions, mais surtout des acquisitions. Et nous avons créé avec les Amis du Musée 3 comités d'acquisition. Un comité pour la création contemporaine, un comité pour la photographie et un comité international. Et ces comités sont constitués de collectionneurs qui participent financièrement chaque année par une contribution. Et avec ce montant qu'ils apportent, nous pouvons acheter des œuvres en dehors du budget municipal. Donc ça nous donne une plus grande liberté et une plus grande rapidité d'action aussi. Et par ailleurs, les Amis du musée organisent un dîner de gala qui permet d'acquérir aussi des œuvres. Ils soutiennent aussi les travaux du musée parce que la municipalité ne peut pas toujours couvrir l'ensemble des travaux nécessaires pour un tel bâtiment qui date des années 30 et qui est assez fragile par moment. Et donc, comme vous le disiez, cette salle dans laquelle nous nous trouvons a été mécénée par un collectionneur qui a donné une somme d'argent, et donc le nom de sa famille est sur le mur pendant 10 ans.